Salut à tous, aujourd'hui je suis au French Wargame Café à Paris et c'est ici que se déroule la phase finale des qualifications pour pouvoir accéder au championnat du monde de SDA. Et oui, vous l'ignoriez peut-être, mais il existe bel et bien des championnats du monde de figurines du Seigneur des Anneaux. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Chaque année, la Fédération française de la Terre du Milieu va mettre en place un système de qualification pour accéder au championnat du monde. Et donc aujourd'hui sont présents les 24 meilleurs joueurs de France de cette année qui sont répartis en équipes de 4, ce qui nous fait donc 6 équipes de 4 joueurs et qui vont donc s'affronter dans un ultime tournoi à l'issue duquel seulement 3 équipes seront définitivement qualifiées et pourront partir au championnat du monde pour représenter la France. 6 équipes mais seulement 3 places disponibles, autant vous dire que l'enjeu est de taille et pour parler un peu de tout ça, on va rejoindre Carpu qui gérait le live lors de l'événement. Donc on est au French Wargame Café pour les qualifications, à la phase finale des qualifications pour les championnats du monde. Je suis avec Carpu. Salut les gars. Qui va m'accompagner pour un petit peu commenter tout ce qui se passe ici et vous expliquer qu'est-ce que cette qualification, quel est l'enjeu, que viennent chercher les joueurs ici qui sont d'ailleurs en équipe de 4 aujourd'hui. Exactement. Donc on n'est pas sur une qualification qui se fait en chacun pour soi, non, ça se fait par équipe puisque les championnats du monde eux-mêmes se jouent par équipe. Cette année c'est un peu spécial puisqu'on n'a pas un seul championnat du monde, mais 2 championnats du monde qui se sont mis en place. Donc on a l'historique WTC qui est en place depuis un certain temps et en l'occurrence il y a 2 places pour ce tournoi, ce championnat du monde. Toi tu as déjà été il me semble. Oui, j'ai déjà été 2 fois et une où j'ai pas pu y aller. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur le WTC et comment ça fonctionne? C'est super intéressant parce que on affronte tout plein de pays. Ouais. Donc on affronte des armées qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que la méta doit être différente d'un pays à l'autre, j'imagine. Exact. Donc il y a les Anglais, on sait qu'ils adorent tout ce qui est Alliance Verte ou les LL, ce qui en France n'est pas réellement le cas. On est sur des joueurs un peu plus fluff du coup. Exactement, c'est plus fluff et ça marche. Et c'est fort. Ouais, intéressant. Marche. La première chose qu'on note tout de suite, c'est très peu de variété. Pas du tout. Ouais. J'ai envie de te dire. Hein. Les orientaux à la pelle, les rois gobelins à la pelle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En gros, il y a des orientaux avec l'empereur et du Goblinville. Voilà. Histoire de, on arrondit bien les angles, comme ça on se fait bon match-up. Le nombre de fois que j'ai vu des Goblinville contre des orientaux contre des empereurs, c'est infernal. Hein. Donc c'est qu'en France la méta elle est bien en place et tout le monde a eu à peu près la même idée, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne. Exactement. Maintenant le truc c'est que la particularité de cet événement et de cette qualification qui fonctionne exactement comme fonctionnera les championnats du monde, c'est tout simplement que chaque joueur doit jouer une faction et aucun autre joueur de la même équipe ne peut jouer cette même faction. C'est-à-dire que si quelqu'un joue les orientaux avec l'empereur dragon, dans la même équipe, il ne peut pas y avoir d'autres joueurs avec les orientaux. Et pareil pour les héros nommés. On ne peut jouer qu'un seul héros nommé par joueur, donc par équipe. Par certaines variantes, comme la variante de Saruman, où on peut jouer celle du bien et celle du mal. Voilà. Mais s'il y a un joueur qui joue Mordor avec le roi sorcier, eh bien, si un autre joueur veut jouer Angmar, il a tout à fait le droit parce que Angmar-Mordor c'est différent, mais il ne pourra pas jouer le roi sorcier. Il y aura plein d'autres choses, mais pas ça. Voilà. Le deuxième championnat du monde qui vient tout juste d'arriver, qui vient tout juste d'être mis en place pour concurrencer le WTC, eh bien c'est la Nations Cup qui aura lieu en Belgique. Donc ça va être la première année. J'espère que ce sera une franche réussite. En tout cas, une seule équipe française pourra s'y rendre, ce qui fait qu'à l'issue des qualifications, l'équipe qui arrivera première, eh bien elle aura le luxe de choisir si elle veut plutôt partir au WTC ou à la Nations Cup. Peut-être que vous vous posez la question de comment fonctionne ce système de qualification en amont, comment on arrive jusqu'ici à cette phase finale de qualification et peut-être que certains ont envie de tenter leur chance. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Le but, ça va être de vous parler un petit peu de ces championnats du monde, du système de qualification, de tout ce qu'il y a autour pour vous vulgariser un peu tout ça et surtout vous permettre, si vous êtes curieux, de suivre l'événement en connaissant un petit peu tout ce qui gravite autour, mais aussi si vous voulez participer, eh bien au moins vous saurez comment ça fonctionne. Tous les joueurs peuvent participer au tournoi officiel
qui ont été mis en place pour permettre d'obtenir des points de classement. Des tournois officiels, il y en a 3. Ils sont à des dates différentes pour permettre d'espacer un petit peu tout ça. Et surtout, ils sont à des lieux différents en France pour ne favoriser personne géographiquement parlant. Il y a un tournoi à Paris au French-Wargame Café. Le deuxième est à Nantes. Et enfin, le troisième est situé à Anse. C'est juste à côté de Lyon. Donc si vous voulez avoir une chance d'être qualifié pour les championnats du monde, eh bien, il faut participer à ces 3 tournois officiels ou au moins à 2 d'entre eux, puisqu'on va prendre le meilleur résultat de 2 de ces tournois. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous participez au tournoi officiel de Nantes, que vous faites une performance exceptionnelle et que vous arrivez premier du tournoi, ça va vous donner énormément de points. Vous faites une performance qui est très mauvaise au tournoi de Paris, ça arrive, vous finissez par exemple avant-dernier, et enfin vous décidez aussi de participer au 3e tournoi, pourquoi pas, vous allez donc participer au tournoi à côté de Lyon et faire une très bonne performance également, vous finissez 5e. Eh bien, peu importe votre mauvaise performance à Paris, puisqu'on ne garde que les 2 meilleures d'entre elles, et du coup, on va garder votre première place à Nantes et votre 5e place à Lyon, ce qui fait que vous allez avoir un super score, vous allez marquer beaucoup de points, et ce nombre de points, c'est ce qui va déterminer votre place dans le classement général. Et donc, dans ce classement général, on prend les 24 premiers, et ces 24 premiers vont se répartir en équipes de 4 joueurs, et vont participer aux qualifications qui nous intéressent aujourd'hui pour avoir une chance d'aller au championnat du monde. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est vraiment essentiel par rapport au système de jeu qui est en vigueur au championnat du monde, mais aussi aux qualifications, donc qui nous concerne aujourd'hui. Eh bien, ce système de jeu est un peu particulier parce qu'il y a tout un système d'appareillement qui est crucial à comprendre et qui est un peu complexe. Donc, je vais vous en parler parce que c'est intéressant. Et puis aussi, c'est pas forcément simple à comprendre. C'est pour ça que je me permets d'en parler dans cette vidéo et de vous illustrer ça avec des exemples clairs. On rappelle, chaque équipe, c'est 4 joueurs. Chaque joueur a une liste d'armées différente et donc une faction différente. Une faction ne peut pas être jouée 2 fois, il ne peut pas y avoir 2 armées de Mordor, et donc il ne peut pas non plus y avoir aussi 2 héros nommés identiques dans toute l'équipe. Je rappelle, si un joueur joue par exemple une liste Gondor avec Aragorn, le roi et les Sars, eh bien un autre joueur qui va jouer la communauté de l'anneau ne peut pas jouer Aragorn en version Ranger, même si c'est une version différente, c'est 2 fois Aragorn, donc c'est pas possible. Ce qui fait que chaque équipe doit avoir 4 listes vraiment variées et différentes et bien prendre en considération les potentielles listes adverses pour avoir des moyens de les contrer. Évidemment, toutes les listes de toutes les équipes ont été révélées publiquement avant les qualifications pour que chaque équipe puisse s'organiser et se préparer aux listes ennemies et donc anticiper le jour J les appariements. Et donc le système des appariements, je vais vous en parler tout de suite. En gros, chaque équipe va avoir sur ces 4 listes une liste qu'elle va protéger. Cette liste protégée, on l'appelle protégée parce qu'en fait elle va être envoyée à l'équipe adverse qui va devoir proposer 2 listes contre cette fameuse liste protégée. On parle donc de liste protégée puisqu'en gros, cette liste protégée, elle aura le luxe de pouvoir choisir laquelle des 2 listes adverses elle va combattre, ce qui est extrêmement fort puisque il y a des listes qui sont super balèzes mais qui vont avoir des points faibles et donc le fait de choisir entre 2 listes ennemies, ça fait qu'on va pouvoir choisir la liste qui est la plus avantageuse ou en tout cas au moins éviter celle qui est notre talon d'Achille, celle qui est notre némésis. Et donc ce système-là, ça va fonctionner en même temps pour les 2 équipes. Donc en même temps, chaque équipe va envoyer sa liste protégée à laquelle l'équipe adverse va proposer 2 listes pour la contrer. Sur les 2 listes, une des 2 va être choisie donc pour affronter la liste protégée et celle qui n'a pas été choisie va forcément affronter la 4e liste de chaque équipe. Vous êtes perdu, c'est normal, je m'en doutais, je vais vous expliquer tout ça avec un exemple et vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair. Voici les listes d'armées de l'équipe A. On a la Légion légendaire de l'Empereur Dragon, la Légion légendaire des Cavaliers Noirs, une armée d'elfes de Mirkwood, une armée en alliance Gondor-Rohan. L'équipe B, quant à elle, va avoir Goblinville, une armée Mordor, une armée alliance Arad-Far-Arad avec les fameux demi-trolls dévastateurs, et enfin
une légion légendaire, les Rangers de l'Ithilienne, qui est une armée de tir abominable avec énormément de force de tir qui peut vraiment faire très très mal à distance. Admettons qu'on soit sur un scénario où globalement il faut démoraliser et détruire l'armée ennemie. L'équipe A décide de protéger sa liste des cavaliers noirs car c'est une liste qui est très forte et l'équipe sait qu'elle va pouvoir compter sur elle pour remporter la victoire à condition qu'elle n'affronte pas son némésis, c'est-à-dire une armée de tir. En effet, les cavaliers noirs, s'ils se font plomber à distance, qu'ils commencent à perdre leurs chevaux et à prendre des blessures, sachant que les Nazgûl, je rappelle, n'ont qu'un seul point de vie dans le jeu, ça peut être vraiment très très dangereux pour eux. Le but, évidemment ici, vu l'armée des Rangers d'Ithilienne en face, le but c'est d'éviter cette armée et donc c'est pour ça que l'équipe A protège les cavaliers noirs. De son côté, l'équipe B a cette fameuse légion légendaire de tir, les Rangers d'Ithilienne, qui est très puissante, mais l'équipe B a envie de la protéger face à une menace très importante qui est un peu son counter, qui est la légion légendaire de l'Empereur Dragon, puisque la légion légendaire de l'Empereur Dragon, c'est beaucoup de guerriers très forts au combat avec une bonne défense qui peuvent avancer très très vite et qui vont donc pouvoir rusher tous ces pauvres archers avant même qu'ils n'aient eu le temps de faire beaucoup de phases de tir. Et donc pour éviter ça, l'équipe B protège sa liste des Rangers de l'Ithilienne. La liste protégée des cavaliers noirs de l'équipe A va donc recevoir deux choix de la part de l'équipe B, soit Goblinville, soit Mordor. Quant à l'équipe B, sa liste protégée des Rangers de l'Ithilienne va recevoir deux choix de la part de l'équipe A, soit la Légion légendaire de l'Empereur Dragon, soit l'armée Gondor-Rohan. Évidemment, l'équipe A, pour ses cavaliers noirs, ne va pas choisir d'affronter Goblinville parce que c'est une armée tellement nombreuse que ça va être difficile de la détruire, et donc ils vont plutôt choisir d'affronter le Mordor. De son côté, l'équipe B, avec les Rangers de l'Ithilienne, on l'a dit, elle veut absolument pas affronter la Légion légendaire de l'Empereur Dragon, c'est son seul point faible, et du coup elle va plutôt affronter l'armée Gondor-Rohan. À partir de là, les armées dont on n'a pas du tout parlé, qui étaient mises de côté, qui sont les elfes de Mirkwood et l'armée Arad-Fararad, vont forcément affronter le choix qui a été laissé. Et donc les elfes de Mirkwood vont affronter Goblinville, et enfin le Arad-Fararad va affronter la Légion légendaire de l'Empereur Dragon. Ce système d'appareillement, il est vraiment crucial pour ces qualifications, mais aussi pour les championnats du monde, puisqu'en fait, c'est vraiment une stratégie à mettre en place qui va déterminer quasiment si on va gagner la partie avec telle armée ou pas. Si on a un bon appareillement avec nos 4 listes, il y a de grandes chances qu'on batte la plupart des armées adverses et donc qu'on remporte au global la partie. Il y a aussi une part de bluff puisque parfois l'adversaire va s'attendre à ce qu'on leur envoie une liste bien spécifique protégée et au final on va faire tout l'inverse et envoyer une autre liste protégée à laquelle il ne s'attend pas, ce qui va complètement détruire ses plans. Bref, il y a vraiment tout un mindset à avoir et c'est surtout à cet instant précis qu'on délibère avec les autres joueurs de notre équipe et c'est là, à ce moment-là, qu'on ressent le travail d'équipe. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cet événement. Globalement, je vous ai expliqué comment fonctionne le système pour arriver jusqu'aux qualifications. Je vous ai expliqué comment les qualifications elles-mêmes fonctionnent et les deux différents championnats du monde également. Je vous ai parlé également du système d'appareillement qui est vraiment très intéressant et pas forcément facile à cerner. Et donc je vais profiter de ces quelques instants pour mentionner toute l'organisation française, donc tout ce qui concerne la Fédération française de la Terre du Milieu. Donc forcément, je suis obligé de les remercier déjà pour tout le travail qu'ils font d'une manière générale pour notre hobby, mais aussi par rapport aux championnats du monde, puisque c'est eux qui chapeautent un petit peu tout ça. Pour vous donner un exemple de ce qui a été fait, pour la mise en place de tout ce système de qualification et cette uniformisation pour ce côté aussi pro, il y a tout un tas de décors qui ont été mis en place, des décors alloués pour le système de qualification au championnat du monde. Ce sont des décors qui vont être à la fois dans la thématique du Seigneur des Anneaux, et ça c'est cool, ça fait plaisir de voir ces joueurs jouer sur des tables qui font référence à la Terre du Milieu et pas des simples décors d'Heroic Fantasy génériques. Mais surtout, ces décors sont faits sur mesure pour prendre en compte les différentes règles du jeu
et mettre en avant l'aspect compétitif de ce dernier. Et enfin, dernier point très intéressant, eh bien à chaque fois, chaque set comprend 4 tables complètes et identiques, ce qui fait que lorsqu'une équipe A va affronter une équipe B, eh bien les 8 joueurs qui vont s'affronter 4 contre 4 auront chacun la même table de jeu, ce qui fait qu'il n'y aura aucune liste d'armées qui sera avantagée. Chaque joueur de chaque équipe va jouer sur la même table et ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, on a 3 sets de décors thématiques. On en a un qui est plutôt Rohan, un autre qui va être plutôt Arad et enfin un dernier qui va être plutôt Gondor. Donc encore une fois, un grand merci à la Fédération française qui fait vraiment un boulot formidable. Ceci n'en est qu'un simple exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, ces décors, ils ne se sont pas imprimés tout seuls, ils n'ont pas été peints tout seuls. Bref, merci encore à toute la Fédération française. Et maintenant, moi, je vais vous laisser avec les interviews des 3 équipes qui ont gagné les qualifications. Et donc, je vais vous laisser en compagnie des capitaines de ces 3 équipes. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Adrien, je suis le capitaine des Poneys Fringants qui arrive à la 3e place du tournoi par équipe d'aujourd'hui. Très très belle performance parce qu'il y avait un excellent niveau quand même. Là on parle quand même des 24 meilleurs joueurs de cette année qui ont réussi à se qualifier pour cette phase finale de qualification et pouvoir potentiellement partir au championnat du monde. Comment ça s'est déroulé ce week-end globalement ? Globalement, on est un peu déçus. On est content évidemment de partir, mais on est un peu déçus. On a eu des appariements et des scénarios qui étaient assez compliqués avec en gros sur les scénarios sur lesquels on devait mettre des points, on était sur les équipes les plus fortes du tournoi et les scénarios où malheureusement c'était des scénarios qu'on appelle scénario égal. Et là-dessus, c'était sur des équipes un peu moins fortes, donc on n'a pas pu maximiser autant que ce qu'on voudrait. Mais sinon, sur nos choix de liste, je pense qu'ils étaient efficaces. Peut-être on pourrait dire qu'on a pris des risques sur certaines listes qui sont assez polarisées, mais honnêtement, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis ça arrive, c'est un jeu de dés aussi à la fin. Quelle est, selon toi, la liste parmi celles que vous avez proposées, les 4 listes qui a le plus performé? C'est quoi la liste? Sans hésiter, sur le week-end, c'est une liste qu'on a vue dans les 6 équipes. Simplement, elle a été choisie in fine que par 5. C'est l'Empereur. Ouais. La LL Empereur, globalement, elle a fait, je crois, sur les 3 grosses équipes, elle a fait 4 victoires, une égale. Donc c'est sans hésiter la liste qui a le plus performé sur le week-end. On le savait. Et on était content de la choisir finalement. On a failli ne pas la prendre pour le jour J et on est content de l'avoir prise. Elle était vraiment appareillable contre à peu près tout et elle tourne. C'est une belle moissonneuse, donc c'est cool. Elle est très très polyvalente, elle perd contre pas grand chose. Puis quand tu tombes contre, tu sais que tu vas en Voilà. Même si tu es avantagé, tu sais que ce ne sera pas donné. Ouais, c'est ça. En gros, elle est tellement efficace. La bannière à 12, la cape à 5 de série, c'est sensationnel. Rutabi, et c'est un monstre. Ouais, enfin, vraiment, quand tu vois qu'à 110 points, tu as un Faramir à côté, ça fait mal. Ah oui. Ça fait mal aux fesses du Gondor. Ah, ça c'est sûr. Et au niveau des déceptions, qu'est-ce qu'il y a pu pêcher ou s'il y a une liste qui a moins performé? Sur ce qu'on a dit globalement, enfin ce que j'ai dit jusque-là, c'est du coup empreinte de déception. Sinon, nous, en gros, on a pris le parti de jouer un Angmar qui était très très agressif avec un Gulavar, une ombre et un roi sorcier sur Ombalé. Ça pouvait perf et ça aurait dû, ça n'a pas fonctionné tant que ça, mais ça aurait pu tout à fait, donc c'est juste le côté variance, ça arrive. Et merci à toi, et puis pas de soucis. Bien joué pour cette 3e place. Ouais, merci encore, merci à tout le monde, et à l'orga. Et puis l'orga, parce qu'il a fait vraiment même vous, c'était très cool de pouvoir un peu suivre le tournoi, c'était sympa. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Gorbag, donc capitaine de l'équipe Bandambros. Donc dans mon équipe, on va retrouver Barbecue, Imrailovic et Uxi, 4 joueurs parisiens, un groupe de potes qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc on avait décidé de faire ça comme ça, parce qu'on s'est dit c'est plus sympa de faire ça entre potes. Ouais, et puis ça crée une cohésion ça crée pas justement, il y a une cohésion qui est déjà existante. Ouais. Et ça peut permettre de faire des belles choses, on l'a vu aujourd'hui, puisque vous finissez quand même 2e de ces qualifications. C'est déjà pas simple de se qualifier dans les 24 meilleurs joueurs de cette année. Si en plus il faut réussir à se frayer un chemin et à trouver une place dans le top 3
pour cette phase finale de qualification. C'est bravo déjà merci pour cette performance. Mais ouais, c'est vrai que c'était pratique du coup d'avoir 4 potes, parce que du coup, l'esprit équipe est forcément déjà là. Et puis c'est plus facile de sacrifier pour quelqu'un avec qui tu t'entends bien, etc. Et c'est plus facile sur les match-ups. Et la confiance est plus là aussi. Quelle est selon toi la liste qui a le plus performé dans tout le tournoi parmi les 4 listes que vous avez jouées? Alors nous, dans notre 4 listes, du coup, on avait la Légion de l'Empereur, la Assaut sur la Haute-Lorient, Assaut sur la Haute-Lorient, un Mordor, ouais, très iconique de notre groupe, et une Arad Extrême Arad. Et celle qui a le plus performé, sans surprise, c'est la Légion de l'Empereur, donc, qui a ramené, je crois, 4 victoires et une égale. 4 victoires et une égalité, d'accord. Oui, ça va, c'est pas mal. Ah, Louis, là, il s'est bien donné pour l'équipe. Ah oui. Et puis, à chaque fois, on l'a jamais appareillé, quoi. Ah oui, à chaque fois, on l'a envoyé en attaquant, entre guillemets, et puis c'est l'adversaire qui s'est débrouillé avec sa liste. Ah d'accord, intéressant. Donc, Et donc l'empereur a tout défoncé. Quelle surprise. Elle peut jouer contre tout. Donc, en fait, il n'y a que la magie un peu qui est embêtant. L'empereur est résistant à la magie, donc il aura toujours son petit dé pour résister. En plus, mais en fait, derrière, c'est pas les héros qui vont faire la diff. Il y a tellement de troupiers avec du combat 5, de la défense 6, avec l'effet bannière. On a 3, 2, 3, 4 dés. Sur 2-3 rangs. En fait, les 6, à un moment, ça sort et on roule sur l'adversaire. Parce que c'est même pas des listes où ils sont 30. C'est des listes qui aussi entre, je crois que la moins nombreuse était à 42 et la plus nombreuse était à 52. Ah ouais. Nous, on était à 45. Donc il reste un nombre quand même assez sympa à ce format-là, 800 points. Quelle est la liste qui a un peu moins performé ou qui vous a un peu déçu? C'était, alors pas forcément déçu, mais c'est donc la liste que je jouais, donc la Légion sur la Haute-Lorient. Ouais. Donc là c'était pris un nerf là, dernièrement avec les orques, autant d'orques que de gobelins, etc. Beaucoup moins de gobelins que exactement, beaucoup moins de tirs. Et après, c'est vrai, du coup, moi j'ai fait une victoire majeure, 2 égales et 2 défaites, ou une majeure. Donc, résultat quand même très moyen, mais il y a 2-3 parties qui ça se termine vraiment au dernier tour, dans les derniers jets de dés. À chaque fois, ça peut soit passer en victoire, soit passer en défaite ou en égale. Donc à chaque fois, c'est des parties qui sont très très serrées. Le fait que ce soit c'est la liste qui a le moins performé, mais d'un côté, ça fait partie du jeu aussi. C'est ça. Envoyer une liste un peu en sacrifice, entre guillemets, bien sûr, pour tout simplement laisser les copains briller et faire un maximum de victoires, ça fait partie du travail qui va vous mener jusqu'à la seconde place que vous avez réussi à décrocher. Exactement. Parce que j'ai été du coup apparaît plusieurs fois sur la liste que mon père ne voulait pas avoir. Voilà, c'est ça. Donc j'étais entre guillemets sacrifié 2 ou 3 fois. Et c'est vrai que sur ces 3 résultats, il y a Contest of Champions contre Langmar de Fléau Le Creux. Donc déjà mauvais match-up pour moi parce que muscleur général. Oui, c'est pas top. Et en face, c'est un Langmar. 3 sorciers ombres. Donc personne ne voulait le prendre. Je lui ai dit, moi je suis le plus mauvais sur le scénar. Donc comme ça a permis aux autres de faire, je crois, 3 victoires. Ça qui est intéressant, c'est que derrière, le reste réussit à grimper en fait. Et ça permet d'obtenir la 2e place, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est quand même un sacré exploit. Donc, merci beaucoup. Félicitations. Romano, donc le capitaine de l'équipe Les Suzerains. Donc moi, je joue depuis à peu près ça fait 3 ans. Non, 5 ans. Non, pas 5 ans, t'exagères. Ça passe vite, mais pas vite. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. 4 ans, 3 ans et demi. 3 ans et demi, et puis donc du coup, je me suis remis dans le jeu comme beaucoup de gens 15 ans après avoir acheté des filles en 2005. Avec la V6. Voilà, avec la V6, avec le Covid, avec la traduction des règles, voilà. Et puis voilà, grâce à cet homme. Je n'étais pas seul. Qui a fait jouer beaucoup de monde. Et puis j'ai appris à jouer sur Vassal. J'ai appris à jouer sur Vassal comme beaucoup de joueurs ici, en Tesson. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un peu la team Vassal, la team qui représente Vassal? On peut le dire, on était une des 2 teams Vassal. Une des 2 teams Vassal, ouais. Parce que vous avez beaucoup performé grâce à toute votre expérience sur Vassal qui vous a permis aussi de... C'est l'origine de notre nom d'équipe en fait, on s'appelait les Suzerains parce qu'on avait tous gagné au moins un tournoi sur Vassal. Donc c'était les Suzerains domine Vassal quoi. D'accord, ok. Ouais, j'étais pas très inspiré mais... ça marche bien, franchement c'est pas mal. Bien vu.
D'accord, bon bah, en tout cas félicitations parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais ça paraît logique, ça tombe sous le sens. Vu que c'est la dernière interview que je fais, vous êtes arrivé premier de la qualification, donc C'est ça. félicitations. Merci. Merci. Et bien la question qui s'ensuit, quel est votre ressenti par rapport à ça? J'imagine que vous êtes très heureux. Comment ça s'est passé un petit peu ce week-end? Très compliqué la première journée. Ouais. On ne gagne pas forcément les matchs qu'on doit gagner au début. Et puis par contre, la deuxième journée, ça s'est vraiment hyper bien passé. On a eu de la réussite, etc. Donc, non, super. Quelle est la liste qui a le mieux marché, le mieux fonctionné? Je pense que tu peux répondre normalement. Il y en a un en info qui a son mot à dire, je pense. Ouais, la Légion de l'Empereur. La Légion de l'Empereur. La version qu'on jouait de l'Empereur était censée chasser les hordes. Elles sont nombreuses actuellement dans la version du jeu. Et surtout, elle était censée mettre en difficulté Goblinville, qui était jusqu'à maintenant très très fort dans un format comme ça. Et avec ma composition, je devenais un chasseur de gobelins. Ouais. Et ça devenait en fait, chez l'adversaire, une liste à protéger. D'accord, ok. Et ça, personne l'a vu. Oui. Je me suis retrouvé systématiquement en 4e pour aller chercher justement le Goblinville adverse. Et bon, ça a été un massacre. J'ai fait 4 victoires et un match nul qui se joue à 9 touches que j'envoie sur Suladan et je mets un seul 5+. Il le sauve au destin. Sinon, j'avais 5 victoires sur 5 matchs. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant, mais l'équipe qui fait deuxième, c'est aussi la seule autre équipe qui jouait pas Gobelin. Oui, exactement. Les deux équipes qui jouent pas C'est Goblinville. les deux équipes qui n'ont pas joué Goblinville qui ont le mieux anticipé la nouvelle méta du jeu. D'accord. On avait 3 listes polyvalentes, donc Minas Tirith, Tranduil et les Orientaux. Et ça nous a permis de pouvoir orienter les pairings pour protéger Orientaux. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait que 2 listes équilibrées. Le fait d'en avoir 3, ça nous a permis... 2 listes à protéger, c'est un handicap. Ouais. C'est trop pesant en fait pour les appariements, ça oblige à trop de... Alors que là, la seule liste que vous protégiez, c'était le cavalier noir, non? C'est ça. Et si on voulait la sacrifier, on pouvait le faire aussi. Pas tout. En fait, quand c'était auto-win ou auto-lose, c'était pas protégé. En fait, on choisissait vraiment notre pairing comme on le voulait, quoi. Ça nous donne beaucoup de flexibilité et du coup, ça nous permet vraiment de nous adapter au scénar et à ce que jouent les adversaires. Et ça, c'est vachement bien parce qu'au final, nos pairings, on les a quasiment tous. On a quasiment eu à chaque fois ce qu'on voulait. On a 95%. Ouais, c'est ça. Non, on a fait un 95%. Bah, est-ce que vous pensez que l'histoire du pairing a été plus déterminante encore que les parties? Est-ce que c'est à ce point-là important pour vous? C'est très important. Important. Franchement, c'est 50%. Je pense que c'est 50%. Je dirais que c'est plus important de faire un bon pairing qu'avoir une liste très forte. Ouais. Mieux vaut avoir 4 listes moyennes que 4 listes fortes mais mal appareillées. D'accord. Ah oui. Quelle est la liste qui a moins performé, en tout cas qui a plus déçu parmi les 4 que vous jouez? C'est la mienne, je pense. Donc moi, je jouais la liste Tranduil-Lacville. Donc j'avais Tranduil, à pied, Legolas à cheval, Toriel, et capitaine de Lacville. Enfin, la liste est pas mal contre l'Empereur Dragon, justement, et sa Légion légendaire qui était surreprésentée. Parce que j'ai du combat 6 avec les gardes du palais. Ah oui. Que j'ai des héros qui sont combat 6 ou combat 7. Ouais. J'ai pas mal de figurines dans la liste, j'arrive à 42. 2 bannières aussi. 2 bannières pour compenser un peu aussi le côté la la bannière bulle. de l'Empereur. Voilà, exactement. Donc en fait, la compo était vraiment faite pour ça. Et bon, j'en ai affronté que 2 d'ailleurs. 2 premières parties, je fais match nul sur une et défaite mineure sur l'autre, qui aurait pu être une égalité. Enfin, les 2 parties étaient très serrées de toute façon. Après, bon, la compo a déçu au niveau du score, mais ça a aussi permis de libérer d'autres appareils. Ça fait partie de la stratégie C'est aussi, ça. d'avoir une Exactement. liste qui va être un point. Un peu tampon. C'est ça, un peu tampon, pour permettre aux autres de briller. Et si ça fonctionne comme ça, c'est bien. Par exemple, sur le dernier match contre l'équipe France 1, j'ai pris la liste avec le guetteur de l'eau, qui est sur Capture et Contrôle. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que le guetteur il sort où il veut, il peut sortir les figurines des objectifs avec ses tentacules. C'était très compliqué. Au final, j'ai perdu. Ça s'est joué probablement à l'initiative à la dernière minute de la partie, mais c'était très très serré. Et du coup, ça a aussi permis que les Orientaux ils se retrouvent encore face à une match horde de tir sur un scénario qui ne favorise pas le tir. Voilà. 12-0. C'est ça. Et donc, en fait, ça a permis aux autres aussi d'avoir des match-ups un peu plus favorables. C'est ça, parce que même si c'est entre guillemets décevant, avoir une liste qui va pas faire des victoires, mais déjà qui fait des égalités, c'est déjà pas mal.
pour permettre aux 3 autres de remporter la victoire, c'est une stratégie le d'équipe, en calcul fait. il est vite fait. Avoir 3 victoires, une défaite ou égale, ça reste largement positif. De toute façon, c'est la stratégie d'équipe, c'est ça. C'est qu'il faut qu'au global, l'équipe elle performe. C'est ça. Mais en fait, il ne faut pas chercher individuellement à toujours être celui qui va rapporter les points à l'équipe. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Pas dans cette configuration avec l'appareillement, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on est sur des parties qui se jouent en 1 contre 1, mais finalement, le poids du travail d'équipe, il est quand même là, il est quand même très important, et donc on reste quand même dans un tournoi. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être avec des gens. Nous, on joue ensemble depuis 3 ans. C'est l'aboutissement de 3 ans de travail ensemble. On se connaît beaucoup. On joue énormément ensemble. Et c'est aussi, c'est clairement une victoire d'équipe. En tout cas, merci à vous et puis encore une fois, félicitations pour cette performance. Merci à toi. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur tout le fonctionnement de ces qualifications, de ces championnats du monde. Et j'espère que vous serez nombreux à soutenir nos Français en Belgique et en Espagne, puisque c'est là qu'auront lieu les 2 différents championnats du monde. Pour ma part, eh bien, si la vidéo vous a plu, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir soit en likant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant, mais aussi ça peut être en faisant un don sur Tipeee. Je rappelle que chaque don qui est fait vous permet d'avoir 5 € de réduction sur la boutique partenaire Ragnarok, sachant que cette dernière propose déjà moins 20% sur tous les produits Games Workshop. Petite surprise de fin d'année, Noël approchant à grands pas, eh bien la boutique Ragnarok, un grand merci à elle, étant très généreuse, elle a décidé de mettre à disposition une boîte de BattleHost SDA à gagner pour tous ceux qui font un don pour soutenir la chaîne à partir du mois de novembre. Donc tous ceux qui font un don à partir de ce mois-ci et jusqu'au 31 décembre, eh bien, seront tirés au sort et auront peut-être une chance de gagner cette fameuse boîte BattleHost. Ce sera la boîte de leur choix en plus. Donc voilà, ça fait un joli cadeau de Noël pour cette fin d'année. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y en a plusieurs en préparation. J'ai pas toujours le temps de bosser sur la chaîne YouTube. En tout cas, je fais de mon mieux. Et croyez-moi, il y a quand même pas mal de contenu qui est déjà dans les tuyaux. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!